discover more compassionate relations with human beings, but how can we develop compassionate relations with the other creatures with whom we share this planet? And that would mean challenging the whole capitalist industrial form of food production. Bonjour et bienvenue dans l'Afro-écologiste, le podcast qui parle d'écologie et de véganisme d'un point de vue décolonial et afrocentrique. Aujourd'hui, afin de poursuivre notre conversation sur le véganisme, j'ai le plaisir d'accueillir Yayem qui va nous expliquer son point de vue sur le véganisme et la cause antispéciste. Bonjour Yayem. Bonjour. Alors, bienvenue, et pour commencer, j'aimerais te demander donc comment est-ce que tu te décrirais ou à quoi est-ce que tu t'identifies pour les auditeuristes? Alors ça, je dirais que c'est une vaste question. Je dirais que je suis une femme noire et métisse, on pourrait dire, que je suis psychologue, professeure de yoga. Je suis tellement partagée entre toutes mes identités multiples que ce serait dur de me décrire en quelques mots. Et bien sûr, végane, voire même afro-végane. D'accord. Alors, depuis combien de temps est-ce que tu es végane ou afro-végane? Alors, le véganisme, ça fait 1 an, et auparavant, j'étais végétarienne. Donc, du coup, je dirais végétarienne depuis quasiment 2 ans et quelques, 2 ans et demi, j'arrive plus à compter. et végane depuis 1 an. Alors, c'est quoi la différence entre végane et afro-végane pour toi, puisque tu l'as mentionné? C'est vrai que là, je suis encore en cours de réflexion par rapport à tous ces mots. Qu'est-ce qui fait sens pour moi? Qu'est-ce qui fait moins sens? Je dirais que au début, j'ai commencé à m'intéresser au véganisme, en particulier en lien avec tout ce qui est écologie, environnement, etc. Et de là, il y a des choses qui faisaient moins sens pour moi au niveau de l'alimentation, des plats qui étaient proposés. Et je me suis dit non, mais là, il manque quelque chose pour moi, et je pense que c'est par ce biais-là que je suis allée regarder des plats afro-véganes et que j'ai essayé de véganiser des plats afro qui me parlaient. D'accord, donc afro-végane pour toi c'est vraiment en fait sous l'angle alimentaire et culturel, adapter une cuisine végane à ton héritage africain? Oui, je dirais que c'est en lien avec ça. Après, c'est vrai que c'est aussi très en lien avec mes spiritualités, tout ce qui est ancestralité, connexion à la terre, etc., le rapport à l'environnement. C'est vrai que c'est un mélange, donc je ne sais pas si, comme ça fait pas si longtemps que ça que je suis végane, il faut le dire. Du coup, je suis pas encore totalement au clair sur comment en parler, comment l'exprimer par rapport à tout ça. Mais je dirais que vraiment c'est un mélange. C'est vraiment un mélange de l'écologie à la terre, mais la terre au niveau écologique comme au niveau spirituel, ancestral, les racines. C'est un peu un mélange de tout ça. Et alors comment est-ce que ça connecte? Parce que je pense que c'est pas évident pour beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on connecte en fait spiritualité, ancestralité et véganisme? Alors moi d'abord je l'ai pas connecté par le véganisme, je l'ai connecté par le végétarisme, auquel je me suis intéressée en premier parce que du coup j'avais fait une formation de prof de yoga en Inde. Enfin, il faudrait peut-être que je remonte même encore avant. Ou quand j'habitais encore à Paris, j'étais déjà flexitarienne, mais autour de moi, il y avait très peu de personnes végétariennes ou véganes. J'avais commencé un peu à m'intéresser à tout ça. Après, je suis allée habiter au Sénégal, où là, j'ai continué à m'intéresser un peu à tout ça, par-ci par-là. En même temps, j'ai jamais trop aimé la viande. Bon, au Sénégal, on mange beaucoup de poissons. En France, j'en mangeais pas beaucoup, donc là, j'en mangeais un peu plus. Mais bon, je savais qu'à un moment de ma vie, j'allais arrêter tout ça. Je l'avais déjà pressenti en moi. Je m'étais déjà dit oui, bon, j'attends d'avoir un déclic, quelque chose et tout qui fasse que hop, j'en ai plus du tout envie. Au début, j'étais un peu comme certains de mes amis, on aime bien en rigoler. Je me disais ah mais quand même, j'aime bien la charcuterie italienne, ou oh j'aime bien le poulet, ou tous les clichés, oui les noirs aiment bien le poulet, etc. J'ai plein d'amis qui sont encore dans ça, de dire non mais quand même, peut-être je peux être végétarien ou végétarienne et manger du poulet. Du coup, ça nous fait beaucoup rire. Donc je pense que je suis passée par ce biais-là. Et puis après, quand j'étais en Inde avec le yoga, il y a de plus en plus de choses qui ont fait sens. Quand j'étais dans l'ashram,
l'endroit où on faisait la formation de yoga, on a mangé du coup végétarien voire vegan, bon, pour ceux qui ne prenaient pas de laitage pendant toute la durée de la formation. Et je me suis dit mais j'ai tellement bien mangé là-bas, des plats hyper variés, hyper riches et tout, que je me suis dit mais pourquoi est-ce que je continue à manger de la chair animale? Puis après, c'est vrai que dans la formation de yoga aussi, il y a toute une partie où on parle des sept points en lien avec le yoga. Donc c'est vrai que la plupart des personnes pensent au yoga, surtout en Europe ou en Occident, en tant que sport, bouger son corps, faire des postures, mettre les jambes derrière la tête. Mais ça reste qu'une toute petite partie du yoga finalement. Parce que finalement, on peut faire du yoga sans même faire de toutes ces postures. Parce que le yoga, c'est toute une philosophie, c'est tout un mode de vie. Et dans ces 7 points-là, il y en a un qui s'appelle Ahimsa, qui est le fait de ne pas faire de mal aux autres êtres vivants, aux autres êtres vivants. Voilà. Donc, on avait travaillé aussi sur ces questions-là. Il y a beaucoup de choses qui faisaient sens pour moi. Et de là, c'est vrai que ça m'a fait aussi un déclic en étant là-bas, où en plus c'était quand même beaucoup plus simple qu'au Sénégal. Pardon, c'était quand même beaucoup plus simple qu'au Sénégal, avec des restaurants veg only, etc. À Paris, c'est nouveau de voir de plus en plus de restaurants végétariens, vegan, etc. Mais là-bas, c'est une tradition qui est très très longue, qui est très ancienne et qui est connectée à la spiritualité, parce que c'est connecté à l'hindouisme, etc. Donc c'est encore autre chose. Donc je pense que ça aussi, ça m'a fait bouger pas mal de choses aussi à ce niveau-là, avant de poursuivre mes voyages. Et d'ailleurs, au passage, du coup, après, juste après, j'étais au Japon. Et au Japon, quand on est en France, souvent on entend beaucoup parler des sushis, maki, etc. Mais les Japonais mangent énormément de viande. Et il y a même des restaurants 100% viande, où il n'y a même pas de légumes, rien du tout, où évidemment je n'allais pas. Mais c'était intéressant du coup de passer d'un monde à l'autre comme ça. Et mais c'est intéressant cette place des voyages en fait dans ton alimentation. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est que tu as dit que donc ces voyages en Afrique t'ont aussi poussé dans cette direction, alors qu'on a quand même beaucoup de clichés sur être africain, c'est pas compatible avec le véganisme ou le végétarisme. Et qu'est-ce qui du coup dans ces voyages en Afrique t'ont un peu poussé dans cette direction? Alors déjà au niveau local, il y a eu une première chose, c'est que plusieurs fois j'ai été malade à cause de la viande. Où j'ai été bien malade, et là alors que bon, je suis très rarement malade, j'ai une alimentation plutôt équilibrée, etc. Et j'ai été vraiment bien malade. Je me rappelle d'une fois où j'étais à Thiès, qui est une ville à 1h30 de Dakar, où j'ai travaillé comme psychologue, et d'avoir été malade parce que j'avais mangé des merguez de chez Auchan, au niveau du Auchan local. Et je pense qu'ils ont dû faire n'importe quoi avec la chaîne de froid, et j'ai été tellement malade, j'étais couchée dans mon lit, je pouvais pas bouger. Et je me suis dit mais pourquoi je fais ça, quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue à manger des trucs qui potentiellement peuvent me rendre malade, alors je peux les éviter en fait finalement. Donc c'est vrai que ça arrivait aussi par ce biais-là. Après c'est vrai que au Sénégal, c'est quand même pas un climat tropical humide, donc il y a pas tant de fruits et légumes variés que ça, par rapport à des pays comme la Côte d'Ivoire, qui est très très verte, le Cameroun, même Togo, Bénin, etc. C'est vrai que Dakar, c'est quand même un peu plus au nord, donc proche de tout ce qui est désertique, donc c'est pas si varié que ça. Et ça, je fais le lien aussi avec tout ce qui est colonial. Parce que du coup, c'est vrai qu'au niveau de la diversité, parfois j'ai l'impression que les légumes qui sont cultivés, c'est quand même beaucoup les légumes du Tchéboudienne, qui est un des plats locaux les plus plébiscités, qui signifie riz au poisson. Donc c'est du riz, des petits morceaux de poisson et des légumes. Et du coup, au niveau local, c'est vraiment c'est le plat phare, mais qui est aussi énormément consommé. Moi, quelque chose qui me fait beaucoup rire quand je parlais avec des amis sénégalais là-bas, même quand on en parle ici d'ailleurs, j'avais des amis tous les jours qui me disaient ah oui, aujourd'hui j'ai mangé un trop bon tchèp, etc. Et moi je me disais mais t'en as mangé hier aussi, et demain aussi tu vas manger du tchèp. Enfin il y avait un truc comme ça qui était
très intéressant parce que c'est vrai qu'en France, on a l'habitude quand même de manger très varié. Enfin, très varié. On mange des plats très différents. Un peu, enfin, on va pas, je pense qu'il y a pas beaucoup de Français quand même qui vont manger, par exemple, des lentilles pendant 4 jours de suite. Je sais pas si je dis des bêtises, mais Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. tu vois, c'est quand même assez, ça bouge quoi. Quitte à manger le midi pâtes steak pour ceux qui mangent de la viande, mais le soir ça va être autre chose. On va pas manger pâtes steak pendant des jours. Donc c'est vrai que la question de l'écologie, du colonial et du décolonial, je pense elle est importante aussi pour ces questions-là. Parce que j'aime bien dire que le riz qu'on trouve en Afrique, c'est aussi le riz de la colonisation. Parce que les rizières, elles ont été imposées et qu'en plus, c'est pas... bon, j'aime beaucoup manger du riz, ça c'est sûr, mais c'est quand même pas l'aliment le plus digeste. Le mil est plus digeste que le riz en plus, qui fait vraiment partie du paysage local, qui était beaucoup plus consommé avant que le riz qui a été imposé. Du coup, ce que là tu lis comme étant une problématique décoloniale, c'est le fait qu'il y a un appauvrissement du patrimoine culinaire et par l'introduction de céréales et de peut-être pratiques culinaires qui n'étaient pas là avant. Oui, mais c'est un appauvrissement qui est relativement ancien et puis un appauvrissement des sols aussi. Parce que quand on supprime certaines cultures et qu'on en plébiscite uniquement d'autres, mais le riz, je pense que c'est vraiment une question qui est compliquée, en particulier au Sénégal, sur laquelle il faudrait que je me penche un peu plus. Mais c'est vrai que par rapport au riz, il y a l'aspect, le fait que du coup ce soit venu prendre la place de nombreux plats variés et différents aussi. Je pensais aussi, oui, au fait que du coup, j'entendais beaucoup de personnes qui finalement avaient des maux de ventre par rapport à ça, parce que c'est pas tellement bon pour le côlon non plus, en fait, de manger énormément de riz. Moi, pour avoir grandi en France, le fait de manger beaucoup plus de riz là-bas, même si j'en mangeais pas 7 jours sur 7, j'ai senti aussi au niveau de mon corps qui me disait oula, d'habitude on mange pas autant de riz, hein, ça nous étonne là ce que t'es en train de faire. Mhm. Et du coup, est-ce que t'étais quelqu'un de plutôt, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt engagé au niveau féminisme, décolonisation, post-colonisation, tout ce genre de choses? Je dirais que oui, à ma manière. Donc c'est vrai que je lis beaucoup tout ce qui est, enfin de livres, d'articles, etc. en lien avec tout ce qui est décolonial, parce que je m'y intéresse beaucoup par rapport à la psychologie aussi, parce qu'on a de nombreuses choses à décoloniser, à repenser, à déconstruire et à faire bouger par rapport à la psychologie. Je sais pas si, enfin là c'est pas le sujet, mais est-ce que j'en parle un petit peu? Ah oui, 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 vas-y. Ah oui, 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 bon bah d'accord. Euh, alors par rapport à la psychologie, c'est vrai que les enseignements qu'on a en France, je parlais de ce que j'ai eu, hein, comme j'ai étudié ici à la fac, c'est très, de manière générale, souvent c'est très normé, c'est très universaliste en fait. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour mieux résumer ça, c'est que c'est très universaliste. On parle pour tout le monde, on parle du sujet, et le sujet en psychanalyse, bah, c'est tout le monde en fait. Sauf que du coup, on prend pas en compte les questions d'intersectionnalité, de race, de classe, de genre, les effets que potentiellement ça peut avoir sur la personne, la question des symptômes aussi, de la symptomatologie. Est-ce qu'on peut parler de la même symptomatologie, par exemple, par rapport à la dépression, pour une personne noire qui a grandi dans un environnement noir en France, et pour une personne blanche qui a grandi dans un environnement blanc? Il y a beaucoup de questions comme ça, en fait, qui sont à penser et à réfléchir. Et c'est vrai que ça prend énormément de temps entre ce qu'on nous a appris à la fac, donc qui représente un socle de connaissances, et après de pouvoir s'autoriser, parce qu'il y a aussi cette question-là, en fait, de s'autoriser à faire bouger les informations qu'on a apprises, de voir ce qui se passe réellement autour de nous, et en nous aussi en tant que sujet racisé, racialisé. Parce qu'il y a des choses qu'on a pu nous dire, où on peut se dire, mais là, est-ce que ça me parle ou pas? Moi, c'est ce que je me disais toujours, j'ai toujours essayé de garder un œil, un regard critique sur les connaissances qui nous étaient apportées, parce qu'il y a des choses qui me parlaient plus ou moins. Par exemple, la première fois
la première fois, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en psychologie, tout ce qui est complexe d'Oedipe, donc le rapport à la mère, le rapport au père, etc. Et moi, je me disais, mais est-ce que moi, ça me parle ou pas? Est-ce que je pense avoir vécu cette question du complexe d'Oedipe avec mon père, qui est africain, noir, qui a grandi dans un autre environnement, sachant que Freud, la psychanalyse, c'est l'Autriche, c'est la France, c'est l'Europe, c'est tout ça. Et je me disais, ouais, mais lui, il a grandi en Afrique, il a grandi au Tchad, etc. C'est un autre monde, c'est autre chose. Est-ce que ça me parle ou pas? Est-ce que lui-même a vécu un complexe d'Oedipe ou pas? Enfin, plein de choses comme ça, en fait, finalement, qu'on a du mal à faire bouger au sein même de l'université, parce qu'il y a quelque chose aussi de l'ordre de la... comment est-ce qu'on pourrait dire? Peut-être enfin, à mon sens, une forme de rigidité en France où on a du mal à faire bouger les connaissances universitaires, parce qu'on est souvent sur quelque chose qui n'est absolument pas horizontal, mais très vertical, avec le sujet sachant, avec le prof qui délivre son savoir aux élèves, et les élèves qui sont censés absorber le savoir et le restituer. Du coup, c'est vrai que je trouve que tout ça, pour moi, tout ça, c'est lié, en fait, finalement, sur le fait de faire bouger la structure, finalement. Et évidemment, c'est pas l'université française qu'on va faire bouger du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il y a vraiment un rapport avec ça aussi. Après, je fais aussi partie d'un collectif de psy noirs avec lesquels on essaye de copenser certaines de ces questions, pour essayer de voir ce que nous, on pourrait faire à notre niveau, à notre mesure, pour travailler des questions de santé mentale. Il y a aussi les questions de psychiatrisation, etc., qui sont éminemment politiques et complexes. Eh ben, moi, j'ai plein de questions sur ça. C'est hyper intéressant. Il y a tellement de... Enfin, je vois bien, j'ai vu les formations en psychologie et en France et aux États-Unis. Effectivement, en France, c'est extrêmement rigide et très centré, j'ai l'impression, autour de peut-être 5-6 auteurs maximum, qui sont tous très européens. Et du coup, quand tu as une formation, quand tu veux être psychologue noir en France, où est-ce que tu peux... comment est-ce que tu peux ouvrir ta pratique, en fait? Où est-ce que tu peux aller? Où est-ce que tu peux trouver des ressources? Je trouve ça très intéressant, la manière dont tu poses la question si on veut être psychologue noir en France. Parce que du coup, moi, je n'y suis pas arrivée par ce biais-là. J'ai terminé ma formation de psy. Après, je me suis dit que je voulais absolument aller travailler en Afrique, parce que j'ai fait aussi donc moi, comme master, j'ai fait clinique psychopathologie, qui est le master qu'on retrouve la plupart du temps pour les personnes qui travaillent en libéral, mais pas que. Qu'on trouve aussi dans les hôpitaux psychiatriques, hôpitaux généraux, justice, éducation, enfin de nombreux secteurs. Et je m'étais dit que comme j'avais fait une mention en interculturel, transculturel, et qu'on nous parlait toujours de la migration, de plein de choses, je me suis dit, bon, bah moi aussi j'ai envie d'expérimenter quelque chose par moi-même, en fait, par rapport à ces questions-là, pour voir comment est-ce que je vis les choses, comment est-ce que je pense les choses aussi. Et après, je suis revenue en France depuis 2019, bientôt 2 ans. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça dépend de la fac dans laquelle tu es. Parce que moi, par exemple, j'ai fait ma licence à Descartes, qui est connue quand même pour être une fac où il y a très peu de mixité culturelle, sociale, etc. Il y en a quand même très peu. Et après, j'étais à Toulouse, où il y en avait encore moins, alors que c'est une des facs de psycho les plus grandes de France. Il y a vraiment énormément de personnes là-bas. Et après, j'étais à Paris 13, où là, j'étais très surprise, parce que je me suis dit, ah oui, bah dis donc, il y a beaucoup plus de mixité dans ce master, à Paris 13, etc. Et j'avais trouvé ça agréable de pouvoir comparer nos expériences, de pouvoir parler de comment est-ce qu'on se sentait par rapport à telle ou telle situation, comment est-ce qu'on remettait en cause aussi parfois le savoir qui nous était projeté quelque part sur les questions interculturelles par des personnes blanches. Parce qu'il y a aussi beaucoup cette question-là en France. Quand tu exerces dans les pays africains dans lesquels tu veux aller, est-ce que tu peux trouver peut-être soit des compléments de formation qui peuvent un peu compenser les grosses lacunes du système français, ou qu'est-ce que tu peux trouver là-bas? Moi, je vais parler du Sénégal. En fait, ce qui n'est pas évident en allant travailler là-bas, c'est que du coup, par rapport à notre formation et par rapport à la question du vécu aussi, d'avoir vécu en France, d'avoir fait la fac ici, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse?
et qui a aussi les moyens, parce qu'il y a toujours cette question des moyens en fait pour accéder à ce type de service. Est-ce que ça parle ou pas? Parce qu'il y a aussi des choses au niveau local. Donc on peut pas arriver. Je trouve que c'est quelque chose qu'on voit parfois de la part de certaines afrodescendants en provenance de France ou d'autres pays d'Europe, qui arrivent un peu en pensant savoir comment ça fonctionne, etc. Parce que ils ont lu des livres, etc. Alors qu'en fait finalement c'est surtout déjà faut atterrir quelque part. Il faut laisser son corps atterrir, son esprit, son ego aussi, je pense, pour observer ce qu'il se passe en fait. Qu'est-ce qu'il se passe? Quel type d'initiative? Qu'est-ce qui est fait au niveau local? Par exemple, au Sénégal, il y a aussi le poids de la religion. Donc, il y a des choses qui sont organisées aussi en lien avec la religion. Vous pouvez pas arriver et dire oui, un tel, du coup, faut voir un psy, etc. Je pense que machine est dépressive. Oui, mais déjà, qui va payer? Parce qu'il y a toujours cette question du coût qui est très compliquée, je pense, en tant que personne afrodescendante en étant en Afrique, parce que à la fois tu te dis oui, mais j'ai envie de faire plein de trucs au niveau local, etc. Oui, mais en fait, j'ai aussi besoin de me substanter, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un logement. Si je fais payer mes consultations, je sais pas, 2000 francs, ça fait à peu près 3 euros. Déjà, ça peut être beaucoup pour certaines personnes, d'une part. Et d'autre part, comment est-ce que je fais pour me loger dans un logement qui me convienne, etc. Sachant que si je ne viens pas de ce pays-là, je vais pas aller habiter dans une famille nécessairement. Enfin, il y a des personnes qui le font quand elles viennent en stage ou je sais pas, les personnes qui travaillent pour des ONG, des trucs comme ça. Mais après, sur le long terme, quand on a connu son confort, qu'on a eu son appartement, ses petites affaires, bien sûr que ça nous rattrape aussi en fait. Et ça, je pense que c'est pas évident non plus. Par rapport, par exemple, au Sénégal, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aller travailler là-bas comme psy, etc., c'est vrai qu'il y a aussi mes collègues là-bas qui ont créé une association qui s'appelle Apsicen, qui est l'association des psychologues du Sénégal, parce que ce qu'on voit aussi parfois, c'est des personnes qui n'ont pas fini le cursus de psychologie, donc qui n'ont pas le titre de psychologue, et qui s'installent là-bas et se disent psychologues. Parce que comme c'est beaucoup moins encadré, là il y a des personnes qui travaillent aussi pour que ce soit un peu plus encadré, parce que on voit ça en psychologie, ça se voit un peu moins, même si ça arrive aussi parce que les personnes ne savent pas et ne connaissent pas ces cursus-là. Mais ça se voit aussi avec tout ce qui est professeur des écoles, avec des personnes qui n'ont parfois rien fait du tout par rapport à ça, ou qui ont juste un niveau bac et comme c'est l'Afrique, je peux aller enseigner, etc. Des dérives à la sauce occidentale. On va dire qu'on peut trouver ça au niveau local, et je pense que c'est important d'en parler, de dire que quand on va s'installer dans un pays, c'est important d'aller regarder ce qui se fait au niveau local, de voir s'il y a des collègues à contacter, plutôt qu'aller se terrer dans son coin et par exemple être uniquement psy pour les expats et de rester déconnecté des activités locales. Ce que je trouve qui est dommage. Mais à Dakar, c'est quelque chose qu'on voit, et puis dans d'autres capitales aussi, des personnes qui restent uniquement entre expats, qui vont à des soirées où il y a uniquement des expats, que j'appelle souvent plutôt immigrés européens qu'expats, parce que voilà. Mais c'est intéressant. La première fois où j'étais dans un petit resto rooftop là à Dakar, et puis j'avais des amis qui m'avaient dit oui, viens, on va passer là-bas, c'est top. Et je suis arrivée là-bas, mais j'avais l'impression qu'on était je sais pas, à certains endroits là dans le sud de la France, peut-être vers je sais pas, une ambiance un peu Cannes, Nice, quelque chose comme ça, avec quasiment que des personnes blanches. Et les seules personnes noires qu'il y avait, c'était les personnes qui faisaient le service et la cuisine. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement violent. Je me dis, mais on est où là? On est à Dakar, on est à Cannes, enfin je comprends pas. C'était limite inconcevable pour moi en fait. Mais en même temps, les locaux ne peuvent pas payer des boissons qui coûtent... je sais plus combien c'était les prix là-bas, mais de toute façon, c'était trop important pour les locaux. Et puis l'ambiance aussi, de toute façon, c'était même le type de musique, etc. C'était vraiment... C'était spécial. C'était spécial. Ouais, j'avais définitivement remarqué cette tendance en Haïti aussi. Et les gens vont directement te recommander d'aller là-bas, ce qui en dit assez long sur combien de personnes arrivent dans le pays et font ça, en fait.
Oui, c'est intéressant, hein, tous les endroits là où il y a beaucoup d'ONG, etc. Les pays dits pauvres, parce que j'accentue bien sur le dit pauvre, parce que de quelle pauvreté parle-t-on aussi, quelle histoire, etc. Oui, ça fait, je sais pas, moi ça m'a toujours fait une sensation bizarre. C'est comme de se retrouver dans un bar dans le 16e arrondissement, il y a que des personnes blanches. On se dit mais on est vraiment à Paris. Je crois qu'il y a un peu plus de mixité, soi-disant dans ce pays, dans cette ville. C'est ouais, c'est vraiment spécial. Hein. Et j'ajoute un autre truc aussi. Moi, je dirais il faut lire. Il faut chercher de la littérature, il faut regarder ce qui se fait aux États-Unis parce que ça bouge quand même beaucoup plus à ce niveau-là qu'ici. Et après, faut pas hésiter à s'observer soi-même aussi. C'est quelque chose dont on parle beaucoup en psychologie, tout ce qui est transfert, contre-transfert, c'est-à-dire le transfert, c'est le patient vers nous, et le contre-transfert, c'est l'inverse. Donc nous vers le patient, de regarder comment est-ce qu'on se sent, avec quoi est-ce qu'on est à l'aise, moins à l'aise, qu'est-ce qui bouge ou pas. Moi, c'est vrai que dans ma pratique, j'utilise aussi mes autres connaissances, parce que comme on dit tout à l'heure, en France, c'est très rigide. En psychologie, on est uniquement entre psychos, on n'est pas... Enfin, parfois, il y a des cours... Enfin, ouais, ça dépend des facs. Il y a certaines facs où on peut avoir un peu de cours d'anthropologie, des choses comme ça, mais ça reste quand même très léger. Alors que pourtant, en tant que psychologue, quand on est en libéral, on peut rencontrer énormément de types de problématiques très très diverses. On rencontre énormément de personnalités, de personnes qui ont vécu dans tel ou tels endroits, etc. Donc pour moi, c'est important de garder quand même une certaine ouverture sur le monde, sur ce qui bouge, sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas plus. Je pense que c'est vraiment important d'accentuer sur ça aussi. Moi, ma propre psy, parce que ça aussi, je trouve que c'est important de le dire, que les psys ont des psys. Enfin, c'est mieux d'ailleurs, pas tous, mais c'est mieux d'en avoir pour travailler sur ses propres problématiques aussi et ne pas les laisser envahir quelque chose de la thérapie. Il y a des fois où donc cette psy-là, c'est une ancienne psy qui était blanche, enfin qui est toujours blanche d'ailleurs. Il y a des fois où j'étais obligée de lui expliquer certaines choses. Je suis obligée de lui expliquer que oui, bah non, en fait, pour les personnes noires, ça c'est différent par rapport aux personnes blanches, etc. T'es obligée de donner des explications en fait. Parce qu'il y a des choses où, évidemment, elle n'a pas eu le même vécu et elle a moins cette ouverture sur le vécu et le fait qu'il y ait vraiment des différences culturelles marquées pour les personnes noires, le vécu des personnes noires ou autre type de racialisation en France. Ça a été très difficile à naviguer pour moi en France, le fait que c'est extrêmement difficile en fait de dire que tu voudrais bien avoir une psy noire. Et le manque de compréhension par rapport à ça et par rapport au fait que quand ça va pas, t'as pas toujours envie d'expliquer en fait. C'est ça. T'as pas envie d'arriver face à quelqu'un et quand je suis arrivée aux États-Unis et que j'ai dit que j'avais besoin d'une psy, immédiatement on m'a dit ah vous voulez une psy queer et noire? Oui, absolument, absolument merci. Mais pour cette différence avec les États-Unis et la France, bon, bon c'est clairement plus développé au niveau États-Unis c'est sûr. Le sentiment que j'ai par rapport à ça, c'est qu'ils sont très développés sur tout ce qui est race, genre, orientation sexuelle. Là où j'ai plus de mal à trouver des choses, c'est au niveau impérialisme et migration. Et en fait, parce qu'en fait, on présente toujours les choses un peu en termes de choc culturel, tu vois, les Haïtiens qui émigrent aux États-Unis ou les Africains. Et en fait, c'est pas juste culturel, en fait. C'est aussi arriver dans des pays très impérialistes et vivre cette violence. Je trouve très peu de choses ici. Donc, s'il y a des gens qui écoutent et qui connaissent une littérature en psychologie sur ça, moi, je suis intéressée. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Quand tu disais ça, moi je me disais, oh, de toute façon, les Français, ils sont quand même très coincés par rapport aux questions de racialisation. Oh bah tout, Franchement, c'est fatigant, hein, faut pas trop le dire. Moi-même, aux personnes autour de moi, même des personnes de ma famille, quand je dis oui, je suis partie d'un collectif psy noir, on me dit mais pourquoi Je dis parce que il y a plein de choses à travailler, il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à réfléchir par rapport à ces questions-là. Et moi, les personnes viennent me voir en me disant ah mais je suis contente d'être tombée sur vous, d'avoir trouvé un ou une psy qui me ressemble, etc. Il y a toutes ces questions-là en fait, de pouvoir dire. Enfin moi, j'aime bien dire parfois avec les personnes que je suis, on se sait. J'aime trop dire ça, mais on se sait en fait. Il y a des choses où
quand on parle des questions de racisme, de cheveux, etc. Moi, je sais très bien de quoi on parle. Moi aussi, j'ai mes petits cheveux frisés. Moi aussi, on m'a traité de mouton, donc je comprends. Je sais d'où la personne parle, à quel endroit, etc. Je sais. Il n'y a pas besoin de donner d'explications. Mais c'est intéressant sur la question que tu apportes par rapport aux États-Unis, parce que c'est vrai que les questions de migration, d'immigration, d'impérialisme, là-bas, c'est encore autre chose. Les différences entre les Africains américains, comment se considérer les personnes, qu'est-ce que ça veut dire être noir là-bas, la one drop rule, etc. Enfin, on fera un autre podcast dessus, il y a trop de choses à dire, je crois. Il y a énormément de choses à dire et ouais, je m'attendais pas à autant peut-être de nuances. Enfin, tu sais, vu d'Europe, t'as l'impression qu'il y a les Noirs américains et c'est un gros bloc, quoi. Et c'est pas un gros bloc, en fait. C'est pas un gros bloc. Du tout. C'est très compliqué, les relations là-bas. Mais enfin, bref, oui, t'as raison, c'est un autre podcast. Et un peu, mais moi j'adore ce sujet. Et du coup, pour revenir un peu à notre sujet, mais quand même le lier à la psychologie, est-ce que l'alimentation, ça a une place importante dans ta pratique de la psychologie? Oui, pour moi c'est hyper important parce que, comme tu posais la question tout à l'heure, d'ailleurs je fais le lien. Moi j'aime bien dire que j'ai quand même j'ai une vision holistique de tout ça. C'est-à-dire que je me permets aussi de demander aux personnes comment elles se sentent par rapport à leur corps, où en est leur alimentation, parce qu'on sait pertinemment qu'en plus avec certains types de pathologies, ça a des effets sur comment est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on perd l'appétit? Ou est-ce qu'on tombe dans l'effet inverse du fait de manger pour se remplir, pour essayer de combler quelque chose? Parce que la nourriture, c'est souvent aussi émotionnel. À quoi est-ce qu'on relie ça? On entend toujours les clichés de oui, je me sentais pas bien, j'ai mangé une tablette de chocolat, etc. C'est des clichés, mais finalement, finalement, on le fait aussi dans la réalité. Essayer parfois de manger des choses sucrées aussi pour essayer voilà de combler quelque chose. Donc moi je parle pas de ma enfin je parle pas de mon afro véganisme en séance. Bon c'est pas intéressant. Je m'appuie sur ce que la personne dit pour voir où est-ce qu'elle en est, parce que j'ai vu beaucoup de personnes dépressives qui avaient souvent des difficultés à manger, qui s'alimentaient pas nécessairement bien, etc. Alors qu'il y a plein d'études qui ont été faites qui montrent que l'alimentation impacte le cerveau aussi. Et les deux sont en interconnexion. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup aussi, souvent avec les personnes que j'accompagne. C'est-à-dire que en psychologie, souvent on est dans la tête. Donc on est en train de réfléchir, on est en train d'essayer de faire bouger des choses, etc. Mais pour moi, on peut pas faire l'économie du corps. Là, en te parlant, j'imagine vraiment, tu sais, comme si on coupait la tête et bon, bah voilà, je vais en séance de psychologie, on va juste travailler, on va juste poser la tête devant soi, là, et puis le corps, on va le récupérer après. Alors qu'en fait, les deux sont liés, et c'est important, justement, je pense, en particulier dans les sociétés occidentales, où on a souvent perdu quand même beaucoup de choses sur ce rapport au corps, etc., j'ai envie de dire, de rebrancher les deux, quoi. De rebrancher les deux, qu'ils soient bien connectés, de sentir ce qu'il se passe à l'intérieur de soi. Ça, par exemple, du coup, j'en parle par rapport à l'alimentation pour faire le point avec la personne. Le corps, c'est aussi le sommeil, c'est aussi est-ce que vous prenez le temps d'étirer votre corps, de le faire bouger. C'est toutes ces questions-là, je pense, qui sont à prendre en compte pour le bien-être d'un individu, pour avoir vraiment une vision de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Donc, je sais pas si j'ai bien répondu à la question, si j'ai répondu à la Et du coup, toi, quand t'as transitionné vers végétarisme, véganisme, est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta santé mentale? Parce que c'est quand même une grosse transition alimentaire. Bah, moi, enfin, quand j'ai fait ça, attends, tu m'as dit du végétarisme au véganisme ou du Quand t'es passé de carnéiste à végétarienne et puis végane, donc dans cette transition, Alors, bah, déjà, en lisant des choses par la suite, je me suis rendu compte que souvent, ils disaient qu'il fallait faire par étapes, pas tout faire d'un coup. Bon, évidemment, moi, j'ai tout fait d'un coup, comme d'habitude. Comme du coup, hop, je suis passée du Sénégal à j'ai fait un saut 3-4 jours en France et hop, j'étais en Inde. J'étais vraiment dans un des berceaux du végétarisme aussi. Donc c'est vrai que pour moi c'était simple parce que du coup on avait la pratique de yoga intensive tous les jours. C'était organisé, et puis après tous ces merveilleux plats, franchement c'était
Normalement, on va pas faire du yoga pour manger. Mais franchement, c'était tellement bon. Tous les jours, il y avait des plats géniaux. Et puis en plus, l'endroit où j'étais, c'était un éco-village. C'est vrai qu'il y a ça que j'ai pas dit non plus. C'était un éco-village. Et du coup, tout ce qui était préparé, c'était des légumes qui avaient... j'allais faire un anglicisme, j'allais dire des légumes qui ont grandi sur place. On dit pas comme ça en français. Des légumes qui étaient cultivés sur place. Des légumes et des fruits. Donc c'est vrai que pour moi ça a été une transition tout en douceur. À Dakar où j'étais plus ou moins flexi, on va dire, ça dépendait des fois. Et puis arrivé là-bas du coup et j'ai mangé tous ces plats qui étaient incroyables, plein de légumes, de fruits, de plats vraiment très très bons que j'avais jamais mangé de ma vie parce que parfois on mange indien par-ci par-là, mais souvent on mange des choses on mange des dalles, des currys, des choses simples, mais là-bas, il y a tellement de plats hyper riches et géniaux, des trucs au gombo, des trucs vraiment trop cool. Et en même temps, il y avait la pratique du yoga. Et le yoga, c'est aussi une forme de méditation. Donc le yoga, c'est éminemment spirituel au passage aussi. Parce qu'il y a des personnes qui le voient comme un sport, mais en fait, à la base, c'est, comme je le disais, c'est une philosophie, c'est pas un sport. Et même les asanas, c'est quelque chose de l'ordre de la méditation, même si vous faites du hatha, on tient les postures, si vous faites du vinyasa, il y a quelque chose de l'ordre du flow, mais c'est quand même un flow en lien avec une forme méditative, en fait. Du coup, dans cet état d'esprit, moi j'étais aux anges, hein. J'étais trop bien. J'étais perchée sur mon petit nuage. L'endroit était magnifique, très vert. Il y avait des fleurs, des plantes. Il fallait marcher vers le studio qui était immense avec une immense baie vitrée, avec vue sur la montagne. Enfin, on peut pas rêver mieux. Donc moi j'étais trop bien là-bas. Mais bien sûr, hein, je sens aussi si par exemple il y a des périodes où je suis un peu fatiguée, où j'ai un peu la flemme. Quand je suis fatiguée, je sens que souvent je mange moins bien. Parce que du coup j'ai la flemme, du coup je me dis oui, mais il faut préparer, etc. Alors qu'en même temps, je sais que si je prends un peu plus de temps pour me préparer à manger, en conscience, etc., je me sens mieux après aussi. Et là, t'as parlé pas mal de yoga. Du coup, toi, ce que tu pratiques, enfin, t'as fait ta formation en Inde, mais ce que tu pratiques, toi, ce sera un yoga indien ou un yoga kémétique? En fait, le yoga kémétique, j'avais découvert ça à Dakar avec maître Babacar Khan, qui a beaucoup travaillé. Je sais pas si c'est le fondateur du yoga kémétique ou pas, mais il a beaucoup tendu à populariser le yoga kémétique et il a un studio à Dakar où il n'est pas souvent parce que maintenant il habite en Suisse et chaque année il vient faire un stage sur plusieurs jours. Donc j'avais fait son stage par hasard parce qu'il y avait quand j'étais à Thiès, il y avait une fille de Thiès qui me disait oui, à ce stage-là, je savais même pas ce que c'était. Donc j'étais allée un peu on va voir. Et c'est vrai que c'était un yoga qui était très lent, assez méditatif, etc., que j'avais beaucoup aimé. Mais après, au début, j'étais pas à Dakar. Après, j'étais à Dakar, mais c'était à Plateau, qui est tout au sud de Dakar, donc toujours avec des bouchons incroyables, donc j'avais jamais le temps d'y aller. Mais je m'étais un peu intéressée à ça. Moi, toute seule, souvent, je fais plutôt du hatha parce que c'est plus facile pour moi, parce que du coup, c'est ce que j'ai appris. Après, c'est vrai que souvent, je fais un peu à ma sauce. J'aime beaucoup faire la salutation au soleil. Pour étirer mon corps et tout. Comme il y a plusieurs asanas dedans, ça permet de bien étirer son corps. Après, là, à Paris, il y a un cours de yoga kémétique. C'est le cours de Sumatawi Yoga, qui a travaillé aussi... en tout cas, il a travaillé aussi avec Maître Babacar Khan. Et donc, ces derniers temps, je faisais ses cours en ligne. Parce qu'il propose un cours en ligne... il y a même 2 cours en ligne le jeudi soir, qui est intéressant aussi. Mais c'est vrai que je suis pas formée au yoga kémétique. J'aimerais bien, parce que les postures me parlent beaucoup. Je sais pas si t'en as déjà fait. Tu vois à quoi ça ressemble? Pas du tout, moi j'ai découvert ça avec le podcast. D'ailleurs, je pense que j'ai même découvert le kémétisme avec le podcast. Ah, Ah oui, je suis pas... Enfin, j'ai ma spiritualité qui a toujours été assez claire, du coup, j'ai pas cherché ailleurs, mais là, je découvre un monde. Yoga kémétique, c'est vrai que c'est beaucoup en lien avec tout ce qui est égyptologie. Et même au niveau des postures, ça se ressent. Parce que selon Maître Babacar Khan, le yoga, en fait, à la base, le yoga originel ne viendrait pas d'Inde, mais il viendrait d'Égypte. Et du coup, il y a parce qu'en yoga, il y a beaucoup de torsion, qui est quelque chose qu'on peut retrouver sur les hiéroglyphes avec des corps qui sont tournés, etc.
Après, il y a beaucoup en yoga kémétique, il y a je crois qu'il y a une marche, je sais plus, est-ce que c'est une marche kémétique? Non, je sais plus. Oui, il y a plein de postures, tournées vers le soleil, il y a des explications, il y a la philosophie derrière. C'est vrai que c'est très intéressant, mais c'est quand même assez complexe, donc je peux pas trop en parler parce que moi, je débute un peu. J'aimerais bien lire un peu dessus, mais comme d'habitude, moi, je suis toujours à ma sauce, hein. Je lis à droite à gauche, je récupère ce qui me parle. En fait, finalement, je pense que c'est le mieux de récupérer ce qui nous parle le plus et de laisser de côté ce qui nous parle moins, quoi. Est-ce que, de la même façon qu'il y a des formations un peu ce que tu as fait en Inde, est-ce qu'il y a des formations comme ça en Afrique? Ou est-ce que c'est encore à faire? Ah, kémétique, je sais pas. J'imagine qu'il y en a peut-être qu'il y en a en Côte d'Ivoire, mais je suis pas sûre. En Hatha, je sais qu'il y en a parce que je suivais des comptes de yogis au Ghana. Donc je sais qu'au Ghana, il y a des cours. Enfin, j'avais vu une formation qui avait l'air d'être très sympa. J'avais très envie d'aller au Ghana aussi au passage. Tu dis? J'ai très envie d'y aller aussi. Oui, faut venir. On va organiser un voyage de groupe. Je jure. Le voyage de l'afro-écologiste. Oh là, ce serait stylé, hein, franchement. J'aime bien Un ça. petit voyage vegan. Et puis en plus, tu sais, là-bas, comme il y a beaucoup de légumes, de trucs et tout, franchement... En plus, j'ai interrogé tellement de chefs, on va bien bouffer. Super. Et en plus, avec les chefs locaux aussi, je crois il doit y avoir une petite communauté végane aussi, peut-être. J'ai le sentiment, oui, parce que sur Instagram, dans les comptes anglophones, moi, je vois beaucoup de Ghanéens quand même. Ah, ça c'est top, hein. Il y a aussi un petit groupe il y a même 2 groupes véganes à Dakar aussi. C'est des personnes que ça intéresse pour avoir des bons plans. D'ailleurs, il y a même une boulangerie végane qui a ouvert à Dakar, mais je suis trop fan. Ils ont un Instagram ou pas? Non, je ne pense pas, mais mais de toute façon, dans pas si longtemps, là, je vais aller au Sénégal, donc s'ils en ont pas, je vais leur dire. Tu vas leur dire et tu vas leur dire que moi, je veux bien leur parler. Oui, mais il y a des petites choses, hein. De toute façon, si j'ai des idées à Dakar, je t'enverrai des personnes. Mais c'est vrai que pour revenir au sujet de la nourriture, pour faire un petit lien avec l'Afrique, c'est vrai qu'au Sénégal, ça me faisait beaucoup rire quand je disais que à ce moment-là, du coup, j'étais pas végane, j'étais végétarienne. Et je leur disais oui, est-ce que vous avez des plats végétariens? Ils me disaient oui. Tout de suite, ils disaient oui. Je disais oui parce que je mange pas de poisson et je ne mange pas de viande non plus. Et ils me disaient bah du coup, tu veux prendre du poulet yassa? Et je disais quoi? Ils me disaient bah t'as dit que tu mangeais pas de viande, mais le poulet c'est pas de la viande. J'ai ah d'accord. Ok, donc ça me faisait beaucoup rire aussi. Je disais, bah non, pas du poulet non plus. Donc après, on me dit non, mais sinon, on peut te proposer de la salade avec des tomates. Et la personne, quand elle dit ça, elle rigole pas, hein. Elle dit ça avec bienveillance, hein, mais c'était énervant quand même. C'était très énervant, mais ouais, ça donne des situations cocasses par moments. Après, c'est vrai que je voulais parler de ça aussi par rapport à l'Afrique, où quand je suis en Europe et tout, évidemment, moi je fais les liens avec le véganisme, tout ce qui est intersectionnalité, donc la question de l'interdépendance, race, classe, genre, etc. Et je fais le lien avec le véganisme. Mais par contre, quand on est en Afrique, c'est là où c'est un peu, à certains endroits, bah c'est compliqué. Quand j'étais par exemple au Tchad en décembre 2019, dans les villages de ma famille, où on me prépare à manger spécialement pour moi, où on me donne, je repars avec des poulets dans la voiture, je suis en mode, je peux pas dire au chef du village, qui est un cousin de la famille, ah non non non, hein, ne me donne pas de poulet, hein, moi je mange pas de poulet, c'est archi mal vu. Bon, je le mange pas, clair, mais je peux pas, et puis je peux pas dire devant mes autres cousins aussi, non non, on va pas prendre le poulet, bah si parce que eux ils vont le manger le poulet. Donc tu as des situations comme ça où par exemple quand on m'a fait la sauce longue, qui est la sauce traditionnelle chez les Saras du Tchad, qui est ma communauté. Donc c'est une sauce avec une sorte d'écorce. Faut pas me demander comment on la prépare parce que je ne sais pas. Et en plus, normalement c'est une sauce qui est ritualisée où ce sont les petites filles qui n'ont pas eu leur menstruation qui peuvent la préparer. Les femmes adultes normalement ne peuvent pas la préparer. Enfin il y a tout un truc autour de ça. Et la sauce c'est à la viande ou au poisson. Bah donc j'étais embêtée. Donc là, ce jour-là, bah, j'ai mangé la sauce avec du poisson. J'ai essayé de pousser les bouts de poisson, mais la sauce est très visqueuse, donc c'était compliqué. J'ai mangé ça avec
la boule, et en plus c'était la boule c'est une boule qui était noire. En fait, la boule, je crois que je sais plus, c'est Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, on appelle ça la pâte. Au Ghana, souvent on dit foufou. C'est de la farine, enfin c'est une sorte de farine de semoule pilée. Nous, souvent, c'est au mil qui est mélangé avec de l'eau et ça fait une sorte de pâte. Et après, selon les pays, soit ils font des petites boules, soit nous, on la met dans une demi-calebasse et après, on coupe des parts. Et là, c'était la boule de quoi? De pois. Ah, c'était une boule de pois cassés ou quoi. Enfin, un truc archi nutritif. Et j'avais mangé ça avec la sauce, mais c'est là où je trouve que ça met dans des postures hyper compliquées, où à la fois t'es là avec tes valeurs, avec tout ton arsenal politique, de pourquoi tu fais comme ça, pourquoi tu manges pas ça. Mais là, t'arrives au village, avec les personnes de ta famille, qui t'accueillent à bras ouverts, qui sont contentes de te voir, parce que, comme je dis souvent, notre place, elle continue à exister à certains endroits du monde, même quand on n'est pas là. Moi, ma place au Tchad, que j'y aille ou pas, j'existe là-bas aussi. Même quand je suis pas à Dakar, j'ai une place à Dakar aussi qui existe sans que je sois nécessairement H24 dans ce pays. Et du coup, là, en étant avec la famille, etc., bon, passer pour une meuf un peu spéciale qui fait je ne sais quoi, le matin elle veut pas manger ci, elle veut pas manger ça, bon bah voilà. Mais là, quand j'étais avec la famille au village même, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai pas encore résolu comment j'allais faire la prochaine fois pour essayer d'éviter ça. Le matin, souvent je mangeais des avocats avec du pain et tout, j'étais trop contente. Eux, parfois ils mangeaient de la viande dès le matin. Mais pour moi, ça aussi, c'est la viande de la colonisation. Parce que je pense pas que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils consommaient à ce point de viande, quoi. Parce que le Tchad, c'est connu pour qu'il y ait beaucoup de bétail, que les gens mangent énormément de viande, il y a le kilichi, la viande séchée, etc. Et je me dis, non mais vous mangez trop de viande. J'ai dit à un de mes cousins et tout, mais tu vois bien quand même, t'as des problèmes de tension, etc. Il faudrait que ce serait bien de diminuer cet apport de viande. Mais bon, compliqué. Oui, comment est-ce qu'on partage sur ça, du coup, en Afrique, sur ces questions-là? Enfin, là, tu viens de dire, t'en parles un peu avec les gens, mais est-ce que t'en parles de la même manière que quand t'es en France? Parce que c'est quand même un sujet un peu délicat à aborder, en fonction du contexte. Ah non, non, j'en parle pas. Non, non, j'en parle pas de la même manière parce que déjà, je trouve qu'à Paris, ces dernières années, ça a quand même beaucoup bougé. Il y a de plus en plus d'endroits où parfois ils tentent des options VG. Bon, même sur ça, régulièrement, je râle parce que parfois ils tentent des options, mais en fait, tu sais, parfois ils proposent des bowls avec, je sais pas, du riz ou du quinoa, quelques légumes qui se battent en duel. Et parfois, je leur dis, mais en fait, il y a pas de protéines dans votre plat là. Et puis quand même des plats souvent qui sont pas donnés et il y a pas de protéines à l'intérieur. Alors je leur dis, ben, ça va pas trop là, votre histoire. Mais mais c'est vrai que à Paris, comme ça a bougé un peu à ce niveau, moi je le vois au niveau de mes amis, il y a certains qui sont pas végétariens ni véganes, mais bon, ils savent que je le suis, ils vont faire un petit effort pour proposer une petite option ou un petit truc. Donc c'est encore autre chose parce que les gens en parlent. Là, j'ai de plus en plus d'amis qui sont véganes aussi. Du coup, voilà, tout le monde en parle un peu. On sait que ça existe. Mais si on parlait du végétarisme, par exemple, il y a 20 ans en arrière, j'avais deux de mes tantes françaises qui étaient végétariennes et je pense que pour elles, ça a été encore autre chose, quoi. D'être végétarienne à l'époque, le regard des personnes, le fait qu'il n'y ait jamais d'options dans les restaurants, le fait que ce soit difficile d'en parler. Parce que du coup, c'était beaucoup d'incompréhension aussi par rapport à ces questions-là en France jusqu'à maintenant. Oui, mais pourquoi tu veux pas manger de viande? Non, mais ça va. Il y a des endroits où quand même ils font attention aux animaux. Tu peux quand même bien manger un bout de viande de temps en temps. Ça va pas te tuer. Avant, t'en mangeais bien. Des choses comme ça. Donc finalement, on n'est pas sur les mêmes problématiques parce qu'on est sur des problématiques de pays riches où moi j'aime bien dire aux personnes. Oui, non, mais bon, là, vous allez acheter votre petit blanc de poulet sous vide au supermarché. J'ai dit, mais est-ce que vous seriez capable d'aller égorger le poulet, de le vider de son sang, de le déplumer, etc. Parce que moi, je dis, moi, mes potes du bled, ils mangent du poulet, mais ils savent faire ça, et c'est eux qui le font. Donc c'est encore différent. Versus être en Europe où tout est lisse, tout est sous plastique. Il y a plein de personnes, je pense,
Si on leur disait oui, bah du coup maintenant, à partir de maintenant, pour manger du poulet, bah faudra le tuer toi-même. Je pense qu'il y en a plein qui deviendraient directement véganes, même sans passer par le végétarisme. Oui, clairement, moi la première. Oui, non, mais bah oui, toi tu l'es, du coup c'est pratique, mais Ah oui, je suis déjà végane, mais si j'étais pas végane, clairement je serais passée directement végane si on m'avait demandé de tuer un poulet. ah ouais, non, horrible. Même Au sur ça, début, c'est plein de fois, mais le faire, c'est pas pareil. ah oui, non, mais et puis et encore un poulet déjà, bon, déjà même un poulet je pourrais pas, mais imagine genre une vache et tout, mais horrible, horrible. Moi les vaches, quand j'étais en Inde, j'en ai vu tellement dans l'ashram et tout le lait qui était bu sur place. Bon moi j'en buvais déjà pas parce que ça fait longtemps que je ne bois pas de lait. Je sais pas pourquoi je continue à manger du fromage alors que je buvais pas de lait, mais bon, des incohérences. Voilà, voilà. Et le lait qui était bu sur place, c'était le lait des vaches qui étaient élevées dans l'ashram, qui étaient choyées. Et c'était génial en fait d'être au contact des vaches, etc. Parce que moi, souvent je dis à mes amis, j'ai l'impression que c'était comme des chevaux. Parfois, je sais pas, elle pleurait, je sais pas, ou elle versait une larme. Elle me reconnaissait, elle me faisait des câlins. Et je me suis dit, mais je vais pas manger, je vais plus jamais manger de vache, c'est pas possible. Je peux pas passer du temps comme ça, aller les brosser, tout ça. Puis après, je vais avoir un steak dans mon assiette. Enfin, c'est pas possible pour moi. Ça fait trop d'incohérences et de dissonance cognitive. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. J'avais oublié dans mon cheminement, hein, le rapport aux animaux, etc. Même maintenant, bon, c'est vrai que là on a parlé plutôt d'alimentation par rapport au véganisme, mais je fais beaucoup attention aussi à ce que j'achète, d'où est-ce que ça vient, de pas acheter de cuir. Je sais qu'il y a des personnes véganes qui ont donné toutes leurs affaires en cuir, etc. Bon, moi j'en ai pas, je crois pas que j'en ai beaucoup. Si j'achète des chaussures, au pire je vais prendre du simili. J'essaie de regarder la composition. Je suis très composition aussi, c'est vrai. Je regarde beaucoup la composition, même des aliments. Et ça aussi c'est intéressant parce que ça fait partie de mon travail holistique sur moi-même, on va dire, mais c'était aussi partie des cheveux, où j'avais commencé à regarder les compositions des produits pour éviter certains produits, parce que quand j'étais enfance, c'était Fructis de Garnier, hein, ou des trucs comme ça, la super pub Dove, etc., avec le shampoing jaune, que je pense que toutes les petites filles d'une certaine époque ont eu. Et, euh, et du coup, oui, je m'étais intéressée à ces questions-là, de cheveux, de qu'est-ce qu'on met pour nourrir ses cheveux, comment on apprend à s'en occuper, etc. Et après, j'avais découvert un groupe Facebook qui faisait encore plus attention aux compositions que les autres. Et c'était parti de là aussi, de pas mettre de silicone, de pétrole, etc. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, ça me surprend toujours de voir des personnes qui mettent des crèmes bourrées de pétrole, la crème trop connue là que les personnes noires elles aiment bien mettre là, qu'on trouve en pharmacie, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un grand tube blanc et c'est écrit en bleu, je sais pas si tu vois ce que c'est. Dextéril? Est-ce que c'est lui? Ah oui, oui, je crois que c'est ça. Tout le monde avait ça, hein, et les gens il y en a encore beaucoup qui en ont. Moi c'est vrai que je suis très enfin autant que faire se peut avec des matériaux qui soient raw, donc j'ai du beurre de karité que j'avais ramené du Tchad. On rigolait de ça avec ma cousine qui écoutera sûrement le podcast. Coucou Chiska. Euh, j'avais ramené, en fait, quand t'es au bled et tout, le karité, souvent, ils te le mettent dans des bouteilles. Donc, ils le remplissent, donc tu te balades tu ramènes carrément des bouteilles, bon, en plastique. Donc, ça aussi, j'évite au max, mais bon, on peut pas, voilà. Et après, tu retransvases ça dans un pot, quoi. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est tellement génial, le karité. C'est tellement génial. Ça nourrit tellement, intensément la peau, etc. que, après, il y en a qui aiment pas l'odeur, mais bon, on peut faire aussi de la chantilly de karité, tout ça. Bon, c'est à regarder sur YouTube. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien utiliser le mot holistique et tout. Parce que c'est vrai qu'il y a l'alimentation, mais il y a aussi ce qu'on met sur notre corps, il y a les crèmes, J'avais beaucoup aimé, pendant le premier confinement, Charlotte de Mangeuse d'Herbe et Anne-Laure de Sun from Anne, qui faisaient des lives le dimanche après-midi. Je sais pas si tu regardais, où elles abordaient des sujets en lien avec le véganisme. Elles avaient parlé des cosmétiques, du fait que,
si je me trompe pas, pour tester les mascaras, il est testé sur les yeux des lapins. J'ai trouvé ça tellement horrible que là, j'avais continué à me questionner sur ça, à me dire, bon, il faut aller chercher plus loin, parce que finalement, quand on regarde les compositions, on peut avoir une composition correcte, mais sur quoi est-ce que ça a été testé, de regarder les marques. Que font les marques de notre argent aussi? Ça, c'est une question que je trouve qui est très importante à réfléchir, parce qu'on leur donne énormément d'argent, donc si après c'est pour aller financer des trucs pas clairs, bah voilà, il y a ça aussi. Ouais, c'est un mélange de tout ça pour moi, finalement, le véganisme. En te parlant, je me dis, ah oui, non, finalement, il y a encore plus de choses. Ah oui, non, c'est beaucoup, beaucoup de choses, hein. Et du coup, dans tout ça, parce que en fait, on a parlé de beaucoup de tes projets quand même, donc le yoga, les pratiques holistiques, et aussi avoir cette formation de psychologue. Et dans tout ça, comment est-ce que tu prends soin de toi? Bah, moi, je dirais que je prends soin de moi justement avec tout ça, pas devant tout ça, mais avec tout ça, en essayant d'être à l'écoute de mon corps, de mon rythme. C'est vrai que la pratique de psychologue, moi, comme je le dis toujours, j'adore mon métier, j'adore faire de la thérapie, mais c'est vrai que c'est fatigant aussi, parce que ça occasionne une forme de fatigue cognitive, parce qu'il y a des personnes qui pensent, oui, mais vous faites que parler, ça va. Non, non, si c'était que ça irait. Mais quand on est réellement à l'écoute d'une personne, moi, quand je suis en séance avec une personne, je suis réellement à l'écoute de ce qui est en train de se passer pour elle, d'écouter aussi comment ça résonne pour moi. Donc finalement, il y a aussi cette double écoute. Moi, je dis beaucoup aux personnes que j'accompagne que je suis dans quelque chose d'horizontal, donc je suis là pour les accompagner. Je suis à côté des personnes pour regarder avec elles ce qui est en train de se passer. Mais mon cerveau fait des liens en même temps. Ah, tiens, elle a parlé de ça, mais du coup, peut-être que c'est en lien avec ça. Après, je propose des hypothèses, on réfléchit, etc. Donc, 3/4 d'heure, 1 heure de thérapie, c'est 3/4 d'heure, 1 heure de concentration intense pour moi et pour ma cognition. Donc, c'est vrai que après déjà, avant mes rendez-vous, souvent, j'aime bien faire du yoga avant pour m'étirer, étirer mon corps, me réveiller pour la journée, parce que c'est vrai que là, j'ai pas dit que je travaillais en ligne uniquement. Donc j'ai pas de cabinet en présentiel, j'ai uniquement mon cabinet en digital. Donc voilà. Donc je fais du yoga, je vais à la danse, je fais des choses comme ça. Après c'est vrai qu'aux personnes que j'accompagne, parfois je leur conseille aussi de regarder un peu autre chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes anxieuses qui ont des problèmes somatiques, donc au niveau du corps, donc que ce soit des brûlures d'estomac, des problèmes aux intestins, eczéma, etc. Donc je leur dis toujours, c'est vrai qu'il y a le travail qu'on fait en séance, où ça nous permet de réfléchir à certaines questions psychosomatiques, mais après, il y a ce que vous en faites après. Est-ce que vous allez voir d'autres types de praticiens ou praticiennes, comment vous alimentez, etc. Moi, j'aime beaucoup la médecine chinoise, donc c'est vrai que j'en parle aussi parfois aux personnes que j'accompagne. Je leur dis, bon, peut-être que vous pourriez essayer ça aussi, vous verrez si ça vous parle ou pas. Moi, il y a l'acupuncture qui me parle beaucoup, les massages tuina, et je me dis, j'aurais bien voulu savoir ça, même il y a 10 ans, il y a 15 ans, avoir grandi en fait en ayant eu ces connaissances-là. Je me dis, mais c'est incroyable en fait. Dès que t'es un peu stressé, là, quand t'es ado, parce que je sais pas s'il existe des ados qui sont absolument pas stressés. Bon, il y a ceux qui font semblant, et puis il y a les autres. Et je me dis, ah ouais, si j'avais fait de l'acupuncture à certains moments de ma vie et tout, ça aurait été encore autre chose. D'aller se faire masser. Bon, les massages tunas, c'est pas du massage spa, hein, ça faut bien le préciser. C'est pas du tout du massage spa. Mais parfois, je vais me faire masser aussi à d'autres endroits et je me dis, c'est ça en fait pour moi de prendre soin de mon corps. C'est d'écouter de quoi mon corps a besoin, d'écouter quand je commence à me sentir fatiguée, de prendre du temps pour moi, pour me reposer, pour penser mon bien-être, parce que sinon les semaines elles passent vite. Ah bah voilà, il y a les rendez-vous, et puis après je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et puis je dois faire ça, et puis après la semaine se termine, et puis on se dit mais à quel moment dans la semaine j'ai trouvé un moment pour être chez moi, me poser, me reposer, et puis parfois je me dis oh j'ai même pas le temps de lire, parce que la journée elle passe, elle défile, et puis après je fais plein de choses, etc. Et puis après je dis bon, bah, du coup, la journée se termine. Donc, bon, parfois, maintenant, je lis dans mon lit, même quand il est tard. Parce que je me dis, non, j'avais dit que je voulais lire un peu aujourd'hui. Donc, voilà. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais
C'est comme d'habitude, c'est ma petite sauce, hein, comme je suis toujours beaucoup de choses. Aller à la danse aussi, ça participe à mon bien-être, ça réveille mon énergie, même si parfois j'ai du mal à dormir après. Mais ouais, c'est un petit mélange de tout ça, en essayant d'apprendre à m'écouter, tout en disant aux gens de s'écouter aussi. Ouais, c'est un long travail, ça. Ça te parle, hein? Je vois pas de quoi tu parles. Le déni, mécanisme de défense. Exactement, ouais. Et alors pour finir, est-ce que tu as des recommandations d'Instagram qui t'inspirent ou de business qui t'inspirent aussi? Je dis toujours Instagram, mais... Bah, moi, il y a quelque chose que je voulais absolument mentionner quand on avait parlé de faire le podcast ensemble, c'était la question de la B12. C'est pas Instagram, pardon, mais je me suis dit qu'il fallait absolument que j'en parle. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et donc, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Vive la B12. Où on peut lire plein d'informations, etc. Et c'est hyper important de se supplémenter parce qu'à la longue, ça peut avoir des effets, ça a des effets sur le cerveau. Parce que ce sont les animaux qui ingèrent et transforment la B12. Donc, quand vous mangez des chars animales, du coup, vous mangez de la B12 à travers les animaux. Mais quand on mange pas de chair animale, c'est vrai qu'il faut prendre ça. Et parfois, on entend ça aussi de la part de personnes qui sont omnivores et qui disent oui, mais moi je veux pas être végane. Après, il faudra prendre des médicaments, nan. Mais en fait, même en étant flexitarienne, si vous mangez pas beaucoup de chair animale, il faut déjà se substanter en fait. Parce que quand vous êtes en carence, c'est déjà trop tard. Et en fait, je me suis rendu compte en demandant de la B12 en pharmacie en France qu'ils avaient très peu de connaissances. On m'a dit ah mais parce que vous êtes malade. Je dis bah non, je suis pas malade, je suis végane, tout ça. Ils savaient pas au niveau des doses. Il m'a dit des trucs qui étaient un peu, le pharmacien m'a dit des trucs qui étaient un peu à côté. Donc c'est vraiment important. On entend beaucoup parler par exemple de la Veg One. Il y a deux goûts. Il y a un goût fruit rouge, je crois, et puis un goût orange qui est pas mal, qui est à prendre de manière journalière. Il y a certaines qu'on peut prendre une fois par semaine, je crois, ou 2 fois par mois. Et pour mesurer si vous êtes en carence de B12, donc déjà ça peut être si vous êtes fatigué, tout ça. Et sinon, il faut faire un test urinaire. Le test sanguin ne donne pas de résultat pour savoir si vous êtes carencé en B12 ou pas. Sachant qu'il faut pas attendre d'être carencé parce que comme ça a des effets au niveau cérébral, c'est très très mauvais. Voilà. Quand j'étais au Sénégal, j'en prenais pas du tout, je savais même pas. Alors qu'en fait, c'est vraiment très important. Très bien. Ok, bah je le mettrai dans la liste des recommandations également. Et du coup, est-ce que tu as des recommandations d'autres Instagram qui t'inspirent? Oui. Alors, dans la liste, je dirais Vegan Lit. C'est un compte avec des jumelles noires américaines qui sont plant-based, qui font énormément de plats, trop cool, énormément de jus. D'ailleurs, ça m'a donné énormément envie de m'acheter je vais dire un juicer, mais c'est pas comme ça qu'on dit, une centrifugeuse ou je sais plus l'autre là, parce qu'il y a 2 sortes différentes, donc c'est vrai que j'étais en cours de réflexion sur lequel m'acheter. Peut-être que je devrais faire une cagnotte d'ailleurs, vu le prix que ça coûte. Mais donc il y a ce compte-là que j'aime beaucoup. Il y a le compte de Brian Terry que j'avais découvert par son livre, parce qu'il a un livre sur l'afro-véganisme qu'on peut trouver d'ailleurs dans la librairie Calypso à Paris, qui est une librairie afro-antillaise qui est très sympa, où il y a même un petit rayon vegan. Donc je m'étais dit ah oui, il faut que je le dise dans le podcast aussi. Voilà, il y a celui-là. Il y a j'aime bien le compte de Queen Afua. Bon là c'est très spiritualité, etc. Je pense que elle doit prôner un régime alcalin. Ça aussi, je m'étais dit que j'allais m'y intéresser, mais alors là, faut le dire quand même que c'est moi et ma flemmardise, parce que le régime alcalin, il est intéressant, mais il est quand même très restrictif au niveau des aliments qu'on peut manger ou pas. Par exemple, je sais qu'on peut pas manger de tomates parce que c'est un aliment acidifiant pour le corps. Et je me dis, oh non, mais quand même, j'aime bien manger de la sauce tomate. Donc là, c'est moi et moi-même, on va se gérer plus tard sur ça. Après, ouais, j'aime bien les comptes de Ayaba que tu as interviewé, si je me trompe pas. Je crois que tu en as parlé tout à l'heure. Celui de Alicia Makanja. J'ai remis celui de Sun from Anne parce que je pense que Mangeuse d'herbe, il y avait une autre personne qui en avait parlé. Celui de Charlotte. Il y a aussi Fulani Vegan, qui est un homme activiste, et lui, je crois qu'il est au Ghana, où il aborde
Comment? Il est au Rwanda. C'est un Guinéen Voilà. qui habite au Rwanda. Oui, mais je crois qu'il doit être peu le Guinéen. Mais il est guinéen, ouais. D'accord, parce qu'il y a une forte communauté de Peuls en Guinée, mais bon, peut-être que je me trompe. Après, il y a aussi des petits restos à Paris que j'aime bien. Alors, j'adore Chéri Coco, qui propose des plats très sympas, qui change régulièrement les plats du jour. On mange très bien. Il y a l'Embuscade aussi, où j'ai mangé un des meilleurs, enfin dans les plats afro-vegan, où j'ai mangé un des meilleurs burgers à Paris. Chéri Coco, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est un des plats, il appelait ça Quintassi. Quintassi. C'est des quenelles de banane plantain. C'est les meilleures quenelles que j'ai jamais mangées. Donc toi aussi, il faut absolument que tu manges ça avant de retourner au States. Il y a ça vraiment que j'ai beaucoup aimé. Il y a plein de trucs trop cool, hein. Donc voilà, je pense que je peux dire pour le moment sur les recommandations parce que ouais non, parce que c'est vrai que moi au début je suivais des groupes, il y a plein de groupes Black Vegan sur Facebook et tout, donc c'est vrai qu'il y a des choses que je regardais là-bas. Après je trouve qu'il y en a beaucoup aussi qui parlent de tout ce qui est Beyond Meat, donc c'est vrai que ça j'en avais pas parlé pendant le podcast, mais j'aime pas trop ça, j'ai l'impression que c'est très chimique. Je sais pas, moi je recherche pas spécialement à avoir des choses qui ressemblent à de la viande, ça me je sais pas, peut-être dans quelques années, ça m'attirera plus, mais ouais, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, je suis plutôt sur ce qui est plant-based, en fait. Idéalement. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu recommanderais à une personne noire qui n'est pas végane, mais qui commence à s'intéresser à ces questions? Hum, Moi, je leur dirais de regarder de suivre des comptes Instagram, de lire des choses par-ci par-là, de s'imprégner un peu, je pense, des environnements, de regarder un peu ce qui se fait, de pas se mettre de la pression pour se dire oui, il faut absolument que je sois végane à tel moment, que j'arrête tout ça. Parce qu'en fait, du coup, il y a des personnes qui essayent, après qui arrêtent, et je me dis c'est dommage. Pour certaines personnes, il vaut peut-être mieux y aller en douceur, d'essayer de préparer certains plats, de les véganiser. Par exemple, moi, ça me fait toujours énormément plaisir quand j'ai une de mes tantines tchadiennes et tout qui me fait la sauce épinard qu'on a au pays, juste pour moi, sans viande, sans poisson, mais je suis trop contente, quoi. Je rajoute des morceaux de tofu dedans, ça y est, je suis refaite, quoi. Je pense que on n'a pas de pression à se mettre. On a plein de plats en Afrique avec des plantes, avec plein de choses et tout. Finalement, ça peut être très simple de véganiser, hein. Moi, j'aime bien l'exemple du Cameroun aussi, où il y a énormément de plats, une richesse culinaire incroyable. Quand on fera le voyage afro-écologiste, il faudra qu'on aille là-bas aussi. Où il y a une richesse culinaire incroyable et où, quand j'étais avec une coloc camerounaise à Dakar, sa mère avait apporté des plats et souvent la viande était séparée. Parce qu'en plus, ils mangeaient des sacrés trucs, hein. Ils mangeaient du porc épic. J'étais en mode, ah ouais, non. Non, mais même quand je mangeais de la viande, j'avais jamais mangé ça. Ou les trucs, je sais pas si tu sais ce que c'est, tout ce qui est viande de brousse, les trucs comme ça. Côte d'Ivoire, ils mangent ça. T'as même pas envie de savoir à quoi ressemble l'animal. Tu dis, non, non, non. Même quand je mangeais de la viande, les gibiers, je les mangeais pas. Donc, ah ouais, non. Donc oui, moi, je dirais d'y aller en douceur, de regarder des petits plats, tout ça pour finalement se faire plaisir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, ah, mais le tofu, c'est pas bon. Bah oui, non, mais le tofu pas cuisiné, c'est vrai que moi, je suis pas plus fan que ça du tofu nature. Surtout le tofu qu'on trouve ici en France en supermarché et tout. En plus, ça dépend de la marque. Le vieux tofu Bjorg du supermarché, c'est pas génial, hein. Quand c'est pas mariné avec des épices, au moins mariné avec du soja, quoi. Au moins comme ça donne un petit peu de goût, quoi. Parce que sinon, c'est pas très fun. Faut que ça reste fun, je pense, la nourriture. Faut que ça reste créatif, faut que ça reste agréable. C'est pour nourrir son corps, son esprit, son mind. Donc je pense que c'est important pour moi que la nourriture ça reste oui quelque chose de créatif. Après c'est sûr que c'est pas créatif, on est pas obligé de sortir des trésors de créativité tous les jours parce que bon, tu sors du travail, tu sors des cours, tu sors de je ne sais où. Bon parfois tu manges juste vite fait tes lentilles avec je sais pas quoi. Mais bon, d'y aller en douceur avec soi-même aussi. Mhm. D'accord. Et pour la fin, du coup, est-ce qu'il y a des moyens par lesquels les auditeuristes pourraient te contacter? Oui, je pense qu'on peut donner mon Instagram pro, Therapy with Ya. Ya comme Yayem en fait. Donc on peut donner
mon Insta Pro, qui va bientôt être fait, que je dois refaire depuis des mois, mais comme je manque de temps, ce sera prochainement, voilà. Très bien, alors merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. J'ai adoré parler de psychologie, moi c'est un sujet qui me fascine en ce moment, donc merci beaucoup pour ça. Super. Et si vous avez aimé cette conversation, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conversation.